Bonjour à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je suis très content aujourd'hui de pouvoir vous présenter cette nouvelle imprimante, une Neptune 3 Max de chez Elegoo. C'est le modèle Big Mouse costaud de chez Elegoo avec un volume de 420 par 420 par 500 mm, donc une très grosse machine. Elle fait partie de la gamme Neptune 3 de chez Elegoo, donc qui a une première machine, la Neptune 3 Pro, qui est sur un format plutôt Under 3 D12, donc de 225 par 225 par 280. Elle a aussi dans sa gamme la Neptune 3 Plus qui est sur un volume de 300 par 300 par 400, donc équivalent CR10 ou One D12 300, Artillery Sidewinder X1 ou X2. Et puis ce modèle, la Neptune 3 Max, donc le modèle Big Costaud. C'est énorme. Je devais au départ recevoir la Neptune 3 Pro, et j'ai eu l'agréable surprise de recevoir la Neptune 3 Max. A priori, la Neptune 3 Pro est victime de son succès et est très souvent en rupture de stock. Ça ne change rien, hein, c'est la même machine, elle est équipée exactement pareil, elle possède tous les mêmes composants, il y a juste la structure qui est différente, et ces jambes de force derrière sur lesquelles je m'appuie, qui permettent de maintenir le portique à l'équerre, puisque 500 mm c'est très haut, et puis si c'est pas maintenu, on aura du ballon et des impressions qui seront dégueulasses. Donc ils ont mis ces jambes de force sur l'arrière, qui était indispensable pour ce type de machine, qu'on doit retrouver sur la Plus aussi, mais qu'on n'a pas sur la Neptune 3 Pro, qui est sur un plus petit format. Alors je vous préviens, si vous commandez cette imprimante, vous allez la recevoir dans un big carton mouse costaud comme celui-ci. L'imprimante fait 22 kg dans son emballage, c'est assez lourd, et je pense que le livreur vous en voudra peut-être un peu de vous être fait livrer un colis comme celui-ci. Bref, on va tout de suite regarder ce qu'il y a dans le carton. Je vais ensuite vous dévoiler comment cette machine est conçue et comment elle est équipée. On va parler de l'interface tactile qui est plutôt bien faite, en tout cas qui me plaît bien, et de cet écran qui est sur un fil Scooby-Doo là, qui permet donc de manipuler l'interface sans avoir à se pencher sur l'imprimante, un peu comme on retrouvait, exactement comme on retrouvait sur la FLSun Super Racer qui est juste derrière moi. Je sais pas si vous voyez, je vois pas sur le retour caméra. En tout cas, c'est vraiment une bonne chose. Et puis, on va donc parler de la qualité d'impression, et puis on finira par un bilan, et je vous dirai un peu ce que je pense d'une manière générale de cette machine, et puis des petits défauts si jamais, et j'ai pu en trouver quelques-uns. Alors au niveau de sa conception, c'est une machine dite cartésienne, c'est-à-dire qu'on a un plateau qui va se déplacer sur l'axe Y et une tête donc, qui va se déplacer sur l'axe X et qui va monter et descendre en Z. Comme la plupart des machines cartésiennes sur le marché aujourd'hui, excepté peut-être les Prusa, les Dagoma ou encore les TISX, c'est une machine fabriquée avec des profilés en aluminium, donc avec un guidage par roue Veslot. Les profilés sont en aluminium anodisé d'une couleur vert pailleté. Moi j'aime beaucoup la couleur, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que ça rend à la caméra, mais en tout cas ça change du noir et je trouve que c'est vraiment une belle couleur. Ensuite on a un châssis donc, qui est avec une structure aussi en profilé aluminium recouverte de tôle pour pouvoir le renfermer. On retrouvera, comme je le disais tout à l'heure, deux barres de renfort, donc des jambes de force qui sont sur l'arrière de l'imprimante, qui vont permettre de maintenir le portique en place et de garder sa perpendicularité, ce qui est une chose très importante pour pouvoir éviter d'avoir des décalages de couches quand la tête va monter et d'avoir un portique qui puisse se balancer et avoir des décalages sur l'impression. Et là, en fait, on voit que la structure est très rigide. Quand je la bouge, tout bouge ensemble, toute la machine bouge et c'est ma table qui bouge, la machine ne fléchit pas. On retrouvera à l'arrière de l'imprimante, pour guider l'axe Z, deux moteurs avec deux tiges trapézoïdales synchronisées par une courroie.
ce qui permettra de s'assurer que l'axe Z monte bien parallèle au plateau. On aura un tensionneur de courroie pour la courroie de l'axe X, donc sur le côté ici, et un tensionneur de courroie sur l'axe Y, sur l'avant de la machine ici. Le carénage avant est en plastique ABS, alors j'aime moins la finition de ce plastique, mais bon, il a l'air quand même tout à fait rigide. On peut voir que la courroie sur l'axe Y est plus large que ce qu'on a l'habitude de voir sur les imprimantes, mais je pense que c'est essentiellement dû à ce plateau Mastoc hein, qui a une grosse masse à déplacer, et ils ont préféré mettre une grosse courroie pour être sûr que celle-ci ne se détend pas quand elle entraîne le plateau. Sur le dessus de l'imprimante, on retrouvera donc un support de bobine hein, qui est en plastique avec le support de bobine ici qui est vissé, qui va permettre de pouvoir le déplacer d'un côté ou de l'autre. Bon après, j'y vois pas forcément un intérêt. Peut-être que s'ils en avaient fourni deux, on aurait pu mettre une deuxième bobine en attente, mais bon, ça c'est un détail et puis ça n'a pas forcément un grand intérêt. Hop, sous le support de bobine, juste ici, j'ai l'impression d'être tout petit face à cette machine. On retrouvera donc le détecteur de fin de filament qui est monté sur un axe rotulé. Ça permet de le laisser libre de ses mouvements et de ne pas contraindre le déroulage de la bobine. Au niveau de la tête, on retrouvera un extrudeur Direct Drive double engrenage, donc qui se retrouve caché sous ce capot. Ce Direct Drive sera piloté par un moteur NEMA 17, ce qui fait que le capot est un peu imposant. On aura un ventilateur de chaque côté pour pouvoir refroidir la pièce, et une fois n'est pas coutume, hein, sur le refroidissement du hot-end, on a un turbofan qui est posé à l'horizontale. Habituellement, on a plutôt la tendance à trouver des ventilateurs de 40 mm qui sont axiaux. Là, c'est un turbofan. Voilà, et on retrouvera aussi sur la partie arrière un capteur de nivellement automatique qui ne sera pas un capteur à palpation comme un BL Touch, 3D Touch ou TouchMe, que je ne vais pas oublier. Mais là, ce capteur, lui, va détecter la feuille de métal et donc va s'arrêter avant. Il n'y aura donc pas de contact entre votre capteur de nivellement et le plateau d'impression. Mais ça fonctionne très bien. J'ai eu vraiment des premières couches qui sont de très bonne qualité. Je vous montre quelques images. Et puis sur ce plateau, alors qui est énorme, on a 63 points de mesure pour définir la planéité du plateau. Et donc enchaîné sur le plateau, il sera équipé lui de 6 roues V-slot pour pouvoir le guider selon l'axe Y. Et puis vous retrouverez sur ce plateau 6 molettes de réglage pour pouvoir corriger la planéité. Donc 2 sur l'avant, 2 sur le milieu et 2 sur l'arrière. Ça vous permettra de faire un réglage complet et de pouvoir corriger d'éventuels défauts du plateau. On retrouvera aussi sous ce plateau des équerres, une à l'avant, une à l'arrière, pour permettre vraiment de le rigidifier. C'est vrai qu'il est très grand et qu'il aurait tendance à pouvoir un peu se plier quand il chauffe. Sur la taille du plateau, on est sur du 420 par 420. Il est équipé d'une feuille en PUI texturée aimantée. Sa puissance est d'environ 440 watts, je crois. Ça fait quand même 18 ampères qui sont tirés sur l'alimentation. Alors, je ne suis pas un spécialiste sur les puissances de plateau. Je pense qu'on doit arriver à la limite de ce qui est possible, en tout cas en 24 volts. Et on peut voir que là, le plateau met un peu de temps à chauffer. On est sur au-delà de 4 minutes 30 pour avoir un plateau de température ambiante à 60 degrés, qui est un peu long. Voilà, les impressions mettent un peu de temps à démarrer. Mais bon, quand on a un plateau de cette taille-là, c'est pas surprenant. Et quant à la chauffe de ce plateau, on peut voir avec la caméra thermique qu'elle est très homogène. Il n'y a pas de parties froides plus que d'autres. Donc ça, c'est plutôt un point positif. Sur l'accordement électrique, il faudra brancher le cordon sur l'arrière droit de la machine et vous aurez aussi accès sur le côté à l'interrupteur marche-arrêt. Ça vous évitera de vous pencher à travers la machine pour pouvoir l'allumer. Ça, c'est plutôt pratique. Sur la face avant, on retrouvera donc un port micro SD pour pouvoir mettre votre carte micro SD, un port USB qui permettra de raccorder votre imprimante sur un ordinateur. On retrouvera aussi le cordon RJ11 de l'écran qui peut se démonter. Voilà, si jamais vous devez le changer, c'est assez simple. Et puis on aura aussi un petit tiroir ici où vous pourrez ranger vos accessoires ou vos pièces de rechange. Ou votre outillage si vous voulez faire la maintenance. Je reviens vite fait sur le Direct Drive. Il y a une information importante que j'ai oublié de vous donner, c'est qu'il est capable de monter à 260 degrés, ce qui fait que vous pourrez imprimer du PLA, du PETG, de l'ABS ou du TPU. Sous la machine, on retrouvera 4 gros pieds en caoutchouc qui vont permettre de limiter les vibrations
Et je vous conseille de l'installer sur une étagère qui soit assez solide, hein, parce que elle aura tendance à bouger. Le plateau a une forte inertie avec sa masse, donc il aura tendance à faire un peu bouger votre table si elle n'est pas très stable. Une autre option dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est l'éclairage. Cette machine est équipée d'un ruban LED qui se trouve logé dans le profilet aluminium qui est sur le dessus. Vous voyez, je vous disais que c'était assez pratique, on peut prendre le contrôleur à la main. Et donc voilà, on a l'éclairage qui s'allume, je vous montrerai plus en détail, mais je pense que vous le voyez déjà, et qu'on peut éteindre. Voilà, ça vous permet de surveiller vos impressions. Quand la machine est dans le noir, vous allez sur le contrôleur, vous allumez, vous regardez si tout se passe bien, et puis vous pouvez éteindre et repartir. Vous pouvez aussi utiliser cet éclairage pour faire des timelapses si jamais vous aimez faire des timelapses. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez aussi que pour le cable management, c'est quelque chose auquel j'accorde de l'importance. Là, le cable management est assez propre, hein, il est plutôt bien fait avec des nappes tressées. C'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, mais en tout cas, c'est bien tenu, c'est passé dans des gaines, c'est propre. Voilà, c'est ce qu'on lui demande, c'est propre et c'est bien fait. Et puis sur la tête, on retrouvera un petit connecteur informatique avec ces deux petites oreilles là qui permet donc de raccorder la tête d'impression à la carte mère. Et puis cette nappe, pour la sécuriser, elle est maintenue avec une petite pièce de tôle qui est pliée en même temps que le chariot de la tête. On va retourner la machine et voir à l'intérieur du boîtier, donc on y retrouvera une carte mère qui est un clone ou un dérivé d'une Robin Nano, avec la particularité d'avoir le connecteur RJ11 pour pouvoir raccorder l'écran. On y retrouvera aussi 4 drivers de type TMC. Alors je ne connais pas, je vais regarder sur la fiche technique si je peux vous le dire et je vous le mettrai en petit incrusté là. Mais bon, on est sur des drivers TMC qui sont silencieux, mais qui sont malheureusement soudés, donc vous ne pourrez pas les changer. Et vous aurez quand même la possibilité de rajouter un driver si jamais vous voulez rajouter un deuxième extrudeur. Alors il faudra modifier la tête parce qu'elle n'est pas faite pour. Alors peut-être que ce sera une option que proposera Elegoo. Enfin en tout cas, aujourd'hui il y a 4 drivers soudés et la possibilité d'en rajouter un 5e. Au niveau de l'alimentation, on retrouvera une alimentation 24 volts 500 watts, donc une grosse alimentation, notamment due au plateau 24 volts qui à lui seul va consommer déjà 18,3 ampères. Et puis on retrouvera aussi un MOSFET donc pour pouvoir alimenter électriquement le plateau, puisque j'imagine que les MOSFET qui sont sur les cartes mères ne sont pas suffisamment dimensionnés pour pouvoir alimenter un plateau comme celui-ci. Il a donc fallu rajouter un MOSFET plus gros et déporté. On se retrouve maintenant sur l'interface où on pourra trouver un menu démarrer, où on pourra donc déplacer les axes, faire le homing. On pourra aussi régler la température et puis un menu pour charger et décharger le filament. Dans les réglages, on pourra changer la langue, on pourra faire des pré-réglages de température pour le préchauffage, donc PLA, ABS, PETG, TPU. Et puis sur la partie level où on pourra mettre aussi un pré-réglage de température. Je vous rappelle que c'est toujours mieux de faire un auto-level avec un plateau à température. On pourra retrouver les informations de l'imprimante avec le firmware et tout ce qui s'ensuit. On aura aussi des réglages avancés, on pourra régler la luminosité de l'écran, choisir de mettre ou pas le bip des touches. Et puis on pourra aussi régler les pas de l'extrudeur si jamais il y a besoin. Sur la partie auto-level, je ne vais pas m'y attarder, j'ai déjà fait le nivelage, mais vous verrez, tout est bien fait et bien guidé. On passe ensuite sur la section imprimée où on aura la liste de nos fichiers. On n'a plus qu'à cliquer sur celui qui nous intéresse. Et on a une page qui s'ouvre avec le nom du fichier, son aperçu. On pourra allumer ou éteindre la LED. On pourra changer quelques paramètres comme la température du lit ou de la buse, la vitesse d'impression. Et puis on pourra ajuster aussi donc, notre Z-offset avec une compensation de 0,01 à 1 mm. Activer le détecteur de fin de filament. On pourra aussi accéder à l'allumage de la LED et puis choisir d'activer ou non la reprise d'impression après coupure de courant. On passe maintenant à la mesure du bruit de l'imprimante qui est tout à fait raisonnable, en moyenne en dessous de 50 dB, mais quand même avec un bruit de ventilation de l'alimentation de l'imprimante qui reste très présent et je vous assure qu'après 74 heures on est content que ça s'arrête, mais je vous laisse juger par vous-même. Et on va maintenant voir ce que ça donne au niveau des résultats d'impression.
C'est maintenant l'heure du bilan, je vais vous dire ce que je pense de cette imprimante, et ce sera peut-être pas une surprise pour vous, mais en tout cas je trouve que c'est une très bonne imprimante. Si vous regardez d'autres reviews, vous verrez que tous les créateurs de contenu et tous ceux qui l'ont testé sont à peu près tous du même avis, hein. C'est vraiment une très bonne machine. En tout cas, la gamme Neptune 3, donc que ce soit la Pro, la Plus ou la Max, ce sont vraiment de très bonnes imprimantes. Alors moi j'ai eu la chance de tester la Max, j'ai pas eu la chance de tester toutes les machines. Si vous voulez vous faire un avis sur les autres, je vous invite à regarder la chaîne de Tommy Desrochers, qui est un Canadien, qui a eu la chance d'avoir les 3 machines et qui les a testées en même temps. Et vous pourrez voir que en fait le résultat est très similaire d'une imprimante à l'autre. Concernant la Neptune 3 Max, on a donc une imprimante de 420 par 420 par 500 à un prix d'environ 470 $ sur le site d'Elegoo. Alors en euros, je sais pas combien ça fait, ça va dépendre du taux de change. Alors c'est un prix vraiment très abordable pour ce type d'imprimante et pour ce volume d'impression. On est moins cher qu'une Waneo D12 500. Et puis, on est 2 fois moins cher que la CR M4, la nouvelle Creality, qui est dans un volume à peu près similaire, qui coûte à peu près 1000 €. Et puis, si vous suivez Frankie Built, qui fait du cosplay, notamment des armures de Iron Man, il a testé les deux, il a comparé les deux, et aujourd'hui, il n'a pas réussi à trouver ce qui justifiait que la Creality coûtait 2 fois le prix de la Neptune 3 Max. En tout cas, je suis vraiment très satisfait. C'est une machine qui est très fiable, hein. J'ai fait une impression de ce casque qui a duré 74 heures, qui s'est déroulée sans aucun problème. En tout cas, pour l'imprimante, pour les plus observateurs d'entre vous, vous avez peut-être vu sur le casque qu'il y a une sous-extrusion à un endroit, que voilà, elle est ici. Et cette petite sous-extrusion-là n'est pas due donc à l'imprimante, mais due à la bobine. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le filament, quand il est enroulé, il passe le premier fil dans un petit trou, le filament après est replié et la bobine est enroulée, et en fait là le trou est trop petit et le filament est resté coincé, donc ça a tiré, ça a fini par lâcher et donc à terminer l'impression jusqu'à ce que le capteur de fin de filament s'enclenche, et c'est pour ça que j'ai cette petite sous-extrusion à cet endroit là. Et puis pour ce qui est des supports, écoutez, j'ai utilisé les interfaces support et c'est quand même relativement simple à retirer. Alors j'ai un peu galéré sur cette partie-là, c'était un peu trop collé, mais bon, j'ai quelques petits réglages à faire, mais d'une manière générale, hein, les supports se sont vraiment très bien retirés. Donc il y aura un peu de post-traitement à faire, je vais faire une peinture dessus, je vous présenterai probablement le casque en vidéo. Je sais pas quand je vais le faire et combien de temps ça va me prendre, mais voilà, c'est un projet que je vous proposerai sur une vidéo ou sur les réseaux Instagram ou TikTok. Pour revenir une dernière fois sur la gamme Neptune 3, vous avez 3 imprimantes. La Neptune 3 Pro, qui est l'équivalent de la Under 3 S1 Pro. Elle a quasiment toutes les mêmes features, hein, l'éclairage, Direct Drive, double axe Z. La seule différence qu'il y a entre ces deux imprimantes, c'est que la Neptune 3 Pro imprimera jusqu'à 260 degrés, alors que la S1 Pro, elle, pourra monter à 300. Mais on a un prix, alors avec le code promo que je vous ai proposé la dernière fois, à 365 €, alors que pour la Elegoo Neptune 3 Pro, vous pouvez la trouver à 230 $ sur le site d'Elegoo. Donc il y a 100 $, 130 $ de différence, ce qui fait une grosse différence pour des machines qui ont des caractéristiques et une qualité d'impression similaires. Vous pourrez aussi trouver la Neptune 3 Plus avec un format de 300 par 300 par 400 à 350 $. Ça reste encore un prix inférieur à ce que font les concurrents sur le marché. On va maintenant aborder les petits défauts que j'ai pu rencontrer sur cette imprimante. Alors le premier, c'est l'écran qui est un peu long à démarrer, enfin l'interface graphique qui est vraiment très bien, mais qui met un peu de temps à démarrer. Et puis l'écran qui est pas toujours très réactif. On arrive à aller où on veut aller et à faire ce qu'on veut faire, mais des fois il faut appuyer plusieurs fois pour que l'écran réponde. Bon, ça c'est un peu dommage, mais voilà, si pour ce prix-là c'est la contrainte qu'on doit avoir, je pense qu'elle est acceptable. J'avais prévu aussi de me plaindre sur une version de Cura qui était aussi une version de Cura made by Elegoo. Je l'avais dit dans ma dernière vidéo sur la machine Creality, c'était un peu relou d'avoir des versions Cura customisées, et que je préférais avoir des profils qui correspondaient au Cura actuel. Bon, là, avec la version 5.3 de Cura, la Neptune 3 Max, la Neptune 3 Plus et la Neptune 3 Pro
ont été intégrés, donc ça résout le problème, donc ce n'est plus pour moi un défaut sur cette imprimante. Alors un autre défaut que j'ai pu rencontrer sur cette imprimante, c'est au niveau du câblage de l'alimentation. En fait, ils ont installé un interrupteur bipolaire avec un voyant sur l'interrupteur. Vous verrez, là, le voyant ne s'allume pas. En fait, ils n'ont utilisé qu'un pôle, donc ils ne coupent que la phase. Alors, d'un point de vue réglementaire, c'est tout à fait juste de pouvoir le faire. Après, d'un point de vue technique, je pense que c'est un mauvais choix. Puisqu'on a un léger retour de courant qui passe par le neutre et qui actionne un relais de l'alimentation qu'on entend cliquer toutes les minutes 30. Et quand vous travaillez à côté et que vous avez besoin d'être au calme, c'est un peu relou d'entendre ce clic, 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 clic. Donc j'ai fait deux choses. La première, c'est que j'ai soumis ce petit truc-là à Elegoo, qui l'a très bien entendu. J'ai proposé une amélioration, donc je vous mettrai quelques photos de ce que j'ai fait et puis un petit guide de comment le faire. En fait, j'ai simplement branché le neutre sur cet interrupteur pour qu'il soit coupé en même temps que la phase. Du coup, on a une vraie coupure de l'alimentation et on a pu ce clic-clic. Donc j'ai soumis ça à Elegoo. Elegoo a fait des tests de son côté et donc ils ont trouvé que c'était très pertinent. Et ils m'ont assuré que ça allait être modifié sur les prochains batchs. Donc a priori, le premier batch sera avec ce petit défaut et les batchs suivants seront corrigés. Alors comme je vous disais, c'est plutôt un mauvais choix de conception qu'un défaut en tant que tel. Mais bon voilà, ça méritait d'être souligné et c'est vrai que c'était un peu relou. Et vous verrez qu'avec ma modification, maintenant, le voyant de l'interrupteur s'allume puisque il a le fil de neutre qui est raccordé. Un autre point qui n'est pas un défaut, mais qui est lié à la taille de l'imprimante, il va falloir que vous trouviez de la place pour la mettre. Elle prend beaucoup de place. Il faut une bonne étagère qui vibre pas en même temps que la machine, et puis qui soit assez grande pour pouvoir la poser dessus. Voilà, mais bon, c'est le pendant de ce type d'imprimante qui fait cette taille-là. Ce sera le même problème avec des machines d'autres marques qui font la même taille. Donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose à reprocher à cette imprimante. Il y a quand même un gros point positif que j'ai pas évoqué encore dans la vidéo et que je vais souligner maintenant, c'est que la gestion de la ventilation est faite de manière très intelligente. Ce que je reprochais la dernière fois à l'imprimante que j'avais testée, c'est que dès qu'on l'allumait, la ventilation partait. Là, la machine est démarrée. Je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, l'écran est allumé. Si vous entendez une ventilation, c'est la ventilation de ma lampe à LED qui est au-dessus, qui est un par à LED qui est ventilé, mais la machine ne fait absolument aucun bruit là au moment où je vous parle. Les ventilations vont s'enclencher uniquement quand vous allez démarrer une impression, et puis quand l'impression sera terminée et que la machine sera redescendue en température, la ventilation va se couper, et donc vous aurez une machine silencieuse en stand-by et silencieuse après impression, et ça c'est plutôt un bon point. Surtout que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la ventilation de l'alimentation est quand même relativement bruyante. Voilà, je pense avoir fait le tour de l'imprimante et vous avoir dit tout ce que j'en pensais, de bien et de moins bien. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, je m'efforce de répondre à tous les commentaires. Si jamais vous voulez acheter l'imprimante, vous avez des liens dans la description. Et je vous mets aussi un lien pour, il y a les Spring Sale de Elegoo, donc les ventes de printemps, avec des grosses promotions. Vous pourrez trouver une Elegoo Mars 2 à moins de 100 €, donc une imprimante résine. Vous pouvez aussi trouver la gamme précédente, la Neptune 2 en imprimante à filament, qui, vous pouvez en trouver, je crois qu'il y a un modèle à 115 $ et un modèle à 130 $, donc c'est vraiment des prix très abordables pour des imprimantes de ce type-là. Voilà, c'est dit, maintenant, vous cliquez pas, vous achetez, vous n'achetez pas, c'est vous qui décidez, et je vous ai donné toutes les billes, et c'est à vous de faire votre choix. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on apprend.